Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Débat de la semaine sur la télé républicaine. Une émission au cours de laquelle nous analysons les grandes questions d'actualité, les questions qui concernent notre société. Et pour en parler, bien sûr, nous avons toujours fait appel aux spécialistes, aux experts, aux acteurs politiques qui peuvent, bien sûr, donner leurs réflexions par rapport au thème que nous abordons. Aujourd'hui, nous allons parler de ce bilan élaboré ou dressé par le Premier ministre Matata Ponyo pour l'année 2013. Et nous irons bien sûr point par point à travers les analyses de mes invités qui sont déjà sur ce plateau. Il y a d'abord M. Jean-Pierre Kambila, il est de la majorité présidentielle, au cadre de la majorité présidentielle. M. Jean-Pierre, bonjour. Merci, Monsieur Jean-Pierre. En face de lui, il y a professeur Milala, qui est donc professeur à l'université de Kinshasa, philosophe. Professeur, bonjour. Et à côté du professeur Milala, nous avons le professeur Kalele Mathieu. Professeur, bonjour. Bonjour, Oscar. Merci d'être avec nous et aussi avec les téléspectateurs qui nous regardent en images. Nous allons bien sûr commencer notre magazine d'aujourd'hui par cette première question qui concerne ce bilan qui a été présenté par le Premier ministre à la presse. Au nom bien sûr de droit bien sûr de redevabilité, il gère, mais il a fini quand même par présenter un rapport de sa gestion. Monsieur Jean-Pierre Kambila, vous qui êtes de la majorité présidentielle, quel est votre avis par rapport à ce bilan qui a été présenté par le Premier ministre pour l'année 2013? Je crois que si on veut être... Le micro? Si on veut être rigoureux, honnête et conserver la crédibilité de ceux qui nous regardent et nous écoutent, si on devait faire un bilan aujourd'hui, je mettrais en avant 2 points. Au niveau de la guerre, nous avons quand même réussi à foutre en dehors de nos frontières ce M23, donc le Rwanda, qui nous posait énormément de problèmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est manifestement positif. Et une deuxième chose, c'est que du point de vue de grands équilibres macroéconomiques, il est vrai que nous sommes dans une situation où l'inflation est contrôlée. Nous sommes dans une situation où la valeur de la monnaie est relativement stable depuis de nombreuses années. Nous sommes dans une situation où le taux de croissance global est élevé. Il est entre 7 et 9%. Selon les spécialistes, ça diffère un peu. Voilà, pour les grandes lignes. Mais ceci dit, cela ne veut pas dire que nous sommes au bout de nos difficultés. Ça, je crois qu'il faut le dire de la manière la plus claire. En commençant par le premier point, c'est-à-dire la guerre. Bien sûr que le M23 a été défait, mais nous savons que beaucoup de gens du M23, et même ceux qui les commandent derrière, ne s'avouent pas totalement vaincus. Ils cherchent par différents moyens diplomatiques notamment, et militaires à revenir. Donc, il n'est pas encore temps de crier la victoire totalement et de dormir sur ses lauriers. Sur le plan économico-financier, j'aurais la même attitude, qui consisterait à dire, oui, c'est vrai, les grands équilibres macroéconomiques sont au vert, mais c'est pas ça. Ça, c'est la fondation. Maintenant, il faut construire les murs. Et peut-être qu'un jour, nous mettrons le toit. C'est bien que de mettre les fondations en place,
Mais il faut surtout mettre les murs, parce que les fondations n'empêchent pas le vent de passer, ni même la pluie. Si vous n'avez qu'une fondation, vous ne pouvez pas dormir là-dedans. Maintenant, ce que nous attendons du gouvernement congolais, et la majorité présidentielle à laquelle il appartient est là pour soutenir, c'est un travail d'imagination pour que ces équilibres macroéconomiques dont nous parlons tant donnent des fruits, donnent les moyens à la République de construire les murs et un jour de mettre la toiture sous laquelle le peuple congolais pourra s'abriter. D'accord. Alors, professeur Milala, par rapport à ce bilan qui a été présenté par le Premier ministre, votre avis? Bon, enfin, c'est connu. Hein? Le Premier ministre a demandé une enveloppe de 48 milliards. Donc, un programme de 2011-2015. Et la base, c'était l'orthodoxie, notamment, lutter contre la corruption, notamment. C'était sa façon de mobiliser. Mais c'était, me semble-t-il, irréaliste, lié égard au contexte. Je vais reprendre brièvement la situation actuelle. Les grands contrastes, c'est l'éternel contraste. Le Congo potentiellement riche, mais figure au 169e rang dans l'indice sur le développement humain de PNUD, sur une liste de 177 pays, dressée par le PNUD. Nous pouvons dire également que 50 millions de personnes vivent en dessous des seuils de la pauvreté, sur une population de 72,5 millions. 50 millions, je dis bien. L'extrême pauvreté s'y manifeste dans tous les domaines. 17,6 ans d'âge médian de la population, 70% de chômage chez le 15 à 24 ans, 40% de malnutris chroniques, 18% des foyers raccordés à l'électricité, 18%. À peine 10% des terres arables cultivées et des réserves de devises réduites à 1 mois et demi d'importation, etc. etc. Non, c'est dramatique. Les efforts qu'il a faits, me semble-t-il, je vais les présenter puisque c'est direct, ça m'a touché directement, c'est l'augmentation de salaire. Mais je crois qu'il fallait continuer pour booster véritablement la consommation. Parce que ceux qui bénéficient de ces salaires sont très peu nombreux. Je peux prendre, disons, la catégorie de la classe moyenne de professeurs, mais ils sont trop peu nombreux pour booster la consommation et faire démarrer les choses par là. Bref, j'aimerais tout simplement dire que le grand défaut, c'est qu'il n'a pas un mandat politique. N'ayant pas un mandat politique, il pense résoudre des problèmes techniquement. Non, le problème congolais n'est pas technique. En travaillant par exemple sur la transparence, qui était une de ses lignes maîtresses, en travaillant sur la TVA, il a espéré sur la TVA, sur l'OADA, surtout sur le climat des affaires, etc. Mais je crois qu'il lui fallait une posture politique. Il n'a pas un mandat politique et il n'a pas un poids politique conséquent pour mener de grandes réformes. Il ne pouvait pas. La preuve, c'est qu'il voulait 20 millions, à peu près 20 milliards pour le budget, il retombe sur 8 milliards. Je crois que c'est sa posture politique. C'est quelqu'un qui travaille par procuration, il n'a pas un mandat politique, il n'a pas un poids politique. C'est difficile de pouvoir faire de grandes choses. Donc les ambitions ont été énormes. Donc nous sommes quasiment restés sur la posture des États fragiles. C'est-à-dire nous n'avons pas une grande capacité. C'est ça, la capacité de faire face, capacité politique, de faire face à nos engagements. C'est difficile à cause des choses habituelles connues, c'est une faiblesse de légitimité. Il a une très grande faiblesse de légitimité, pas seulement lui, mais disons le pouvoir. Donc les ambitions étaient grandes et les résultats sont très minces, très minces. Alors, professeur Kalele, toujours sur le même sujet qui concerne ce bilan présenté par le Premier ministre, c'est déjà un pas pour montrer la gouvernance aux autres qui ont précédé Matata. Oui, je ne sais pas quelle est la méthodologie. On fait une appréciation globale, et puis après on entre chapitre par chapitre, ou bien on fait le tout à la fois. Moi, je croyais qu'à ce stade, ce que j'ai entendu là-bas, c'est d'abord une appréciation globale. Global, exact. Oui.
J'ai quelques petites choses à dire du point de vue global. D'abord, c'est un exercice classique. Tous les prédécesseurs, lui-même y compris après sa première année, font la même chose. Des discours d'autosatisfaction. J'ai très bien travaillé et c'est ce discours d'autosatisfaction a un accent particulier maintenant. Nous sommes à la veille de la mise sur pied d'un autre gouvernement. Et ça peut être une sollicitation d'une rallonge. J'ai très bien travaillé. Il faut qu'on me reconduise pour que je parachève. Nous avons entendu le même discours à la veille des élections. J'ai entrepris un travail de reconstruction nationale de 5 chantiers. Je ne peux pas le terminer en 5 ans. Il faut qu'on me donne plus de temps pour que je termine. Et personne ne sait quand c'était terminé, mais on a simplement appris que c'était la modernité maintenant. Donc je situe ça à la charnière. Il y a aussi un problème très sérieux. On parle de qui? Ça marche bien pour moi, comme disait Louis XIV, l'État c'est moi. Donc si moi je mange bien, je roule carrosse, c'est supposé que c'est la situation de tout le monde. Ken va parler aussi dans le même sens quand il était là. Mais il y a un hiatus entre le vécu quotidien de ceux qui dirigent, le vécu quotidien des étrangers que nous avons dans ce pays, et le vécu quotidien de la population. Quand on nous présente ces histoires-là, on parle de quelle catégorie d'individus? Parce que les étrangers qui sont ici, les hommes d'affaires congolais, les grands dans la politique, ils mènent une vie, ils ne connaissent pratiquement pas de crise. La faim, c'est dans le dictionnaire. Mais le gros de la population, il vit, lui, tout à fait le contraire. Allez à la cité, allez même en ville ici. Les gens mangent quoi? Combien de fois par jour? Il y a même mangé de manière alternative, par groupe, dès les stages. Le courant, c'est exactement la même chose. Quand vous dites à un Congolais, cadre macroéconomique, c'est ça qu'on nous chante chaque jour. Ça signifie quoi? Le cadre macroéconomique, oui, pour les grands là-bas. Mais la ménagère, la personne qui doit prendre le transport chaque jour, l'homme de l'intérieur, a commencé déjà par les gens de Tekeumbu ici. Est-ce que leur situation s'est améliorée? Nous avons fait la sommation de ces déclarations en prenant l'époque de Kengo. Et on trouve que si on se fiait seulement aux déclarations, au progrès, à la croissance, etc., mais nous sommes déjà au-delà du ciel, comme paradis. Mais ce que Milala vient de relever, c'est un contraste. Vous dites nous progressons, mais dans le classement mondial, nous régressons. Et nous gardons depuis, je crois, 4 ans, jalousement la dernière place parmi les pays les moins développés. Ce discours prend en compte qui ça? Si vous avez une population estimée à 70 millions, vous avez 50 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, malgré vos cadres macroéconomiques. Ça signifie quoi tout ça? C'est simplement
une façon, je dirais un peu, le mot ne vient pas directement, une façon de se moquer des gens. Parce que vous savez, lorsque on nous montre les grands à l'Inter ou bien à l'hôtel du fleuve, il y a un banquet, ils mangent, ils boivent. On dit au petit peuple, dont beaucoup ont passé 3-4 jours sans manger, voici comment nous mangeons, etc. Mais c'est même provocateur. Donc, ce discours-là, pour nous, on était obligé de le suivre pour des raisons d'ordre scientifique, pour des raisons d'ordre politique, mais il ne sort pas de l'ordinaire, il ne concerne pas le gros de la population, il concerne les grands nationaux et leurs maîtres étrangers ou complices étrangers. Alors, maintenant, on va y aller point par point. On commence par la situation, par exemple, la situation sécuritaire et politique. Monsieur Jean-Pierre Kambila, avocat, bien sûr, de la majorité présidentielle, c'est un discours qui vient de votre famille politique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est avancé sur le plan politique? Je pense que oui, mais je répondrai, je reviendrai à votre question précise, mais j'aimerais quand même réagir sur un certain nombre de points qui ont été avancés là par les collègues avec lesquels je débat. Il est vrai que le Premier ministre Matata, quand il arrive au pouvoir, lorsqu'il annonce qu'il a besoin de 45 milliards pendant 2 ou 3 ans, c'est une ambition qui était, à mon avis, très élevée. Et que si aujourd'hui on voit qu'il arrive à mobiliser que 8 milliards, 7 ou 8, si on ajoute ceux de l'année passée, ça nous fait 14. Donc il est en deçà de 50% de ce qu'il avait annoncé. On peut considérer ça comme ça. Mais ce qui compte, à mon avis, ce n'est pas ce que je suis aujourd'hui. C'est ce que je suis aujourd'hui par rapport à ce que j'étais hier. Dans quelle perspective je me situe? Est-ce que je suis en train d'améliorer ma situation ou est-ce que je suis en train de la péjorer? C'est comme ça qu'on devrait voir les choses. Parce que personne ne peut penser que du jour au lendemain, un enfant de 7 ans peut avoir le niveau de l'université. Non. On y va par palier, un stade après l'autre. Donc il faut laisser les choses se faire. La fondation, elle devait être faite. Le travail de la maîtrise des équilibres, des grands équilibres macroéconomiques devait se faire. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que le gouvernement ait plus d'imagination pour faire que la croissance ait des retombées sur la vie des gens. Ça ne veut pas dire que la croissance est inutile. Les équilibres macroéconomiques sont inutiles. Parce que, soi-disant, on n'aurait pas la capacité politique. Je reviendrai sur la capacité politique. Mais le raisonnement lui-même, il ne tient pas debout. Parce que si vous avez une bonne croissance, ce qu'il vous faut, c'est de trouver les mécanismes pour que cet accroissement de richesse au niveau national se reflète au niveau du niveau de vie, si je peux me permettre cette tautologie. Ça, c'est clair. L'augmentation des salaires. J'entends qu'il fallait continuer sur cette lancée. Justement pas. Même si je sais que quand je prends des positions comme ça ne me rend pas populaire. Justement pas. Parce que augmenter les salaires en République démocratique du Congo, ça veut tout simplement dire relancer l'inflation. Tout simplement. Or, nous ne pouvons pas nous permettre de relancer l'inflation. Au contraire, nous devons travailler, nous devons nous mettre à la recherche d'une relance par la production. Nous devons travailler. C'est la production qui va faire que l'économie de notre pays va se relancer. Et non pas de financer une demande qui n'ira que acheter des choses qui proviennent de l'étranger. Donc c'est pas ça, ce n'est vraiment pas ça la solution. Ils ne font pas que nos gens se laissent prendre par cette politique-là, par cette opposition. Et lorsque le professeur Mila parle de capacité politique due à une quelconque légitimité, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on abandonne cette argumentation-là. Ça n'a rien à voir. Rien n'empêche aujourd'hui le Premier ministre d'avoir de l'imagination pour faire que
sa maîtrise des fondamentaux produisent des fruits. Les gens vont dire, moi je ne veux pas aller travailler parce que je pense que le Premier ministre n'est pas légitime. Ou parce que je pense que les élections de la vie du professeur Mila, là, ne s'étaient pas organisées comme il voulait. Absolument pas. Ça, cet argument-là ne tient vraiment pas la route. Mais j'aimerais quand même faire remarquer ceci. Peut-être que ce n'est pas de mauvaise foi, hein, on n'est pas censé faire attention à tout. Mais il faut peut-être que le professeur Mila se rappelle que depuis 1970, c'est la première fois que notre pays, la République démocratique du Congo, arrive à un taux de croissance de 8,5%. Ça a une signification. C'est pas rien si on expose des livres. Il faudrait aussi rappeler que le niveau de pauvreté dans notre pays a baissé, passant de 71% il y a quelques années pour atteindre 63% l'année passée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la perspective, si on regarde les choses, comment elles se passent dans la perspective? La pauvreté chez nous baisse. C'est vrai que si la maman qui est à Maleux, qui n'a pas mangé hier, entend ça, elle n'y comprend rien. Mais le fait, à notre niveau, la vérité, c'est que la pauvreté est en train de baisser. Tout ce qu'on peut demander à un gouvernement, c'est de continuer dans cette... Alors, revenons maintenant aux avancées politiques. En 2013, est-ce qu'on peut parler de grandes interventions, de grandes actions concrètes, politiques, qui peuvent encore retenir l'attention des Congolais? Absolument. Déjà, nous avons, sur le plan diplomatique, la République démocratique du Congo est arrivée à changer l'opinion internationale, qui considérait que dans ce qui se passe en Afrique centrale, le Rwanda était dans son droit. Le Rwanda ne faisait que se défendre. Grâce à une politique étrangère bien suivie, sur laquelle il y a eu des thèmes bien précis, et un travail de propagande, un travail de lobbying, un travail de présence dans les grands forums internationaux, nous sommes arrivés à changer cette image-là. Aujourd'hui, le monde entier est d'accord avec les positions de la République démocratique du Congo, au point de vue de la politique extérieure. Au point de vue de la politique intérieure, la question de la légitimité, sur laquelle le professeur Mila notamment, parce qu'il vient de le dire, insiste. Mais elle a été remise en cause, mais complètement liquidée par les concertations nationales. Dès lors que, en concertation nationale, tous les grands courants politiques de la République démocratique du Congo répondent présents, discutent et se mettent d'accord sur une série de résolutions à propos desquelles tout le monde est d'accord. Ça veut dire quoi du point de vue politique interne? Ça veut dire qu'il y a un accord sur ce que moi j'appelle un programme politique entre guillemets, c'est-à-dire l'ensemble de ces résolutions-là, pour qu'on aille de l'avant. Alors, où est la crise politique? C'est pas parce qu'il y a 300 personnes qui restent dehors qu'on peut appeler ça crise politique. Non, il y aura toujours une opposition et elle a toujours existé dans toutes les démocraties. Mais on ne peut pas parler de crise de légitimité dans un pays où le 95% de l'élite politique participe à un forum, se met d'accord sur des résolutions et attend son application. Où est la crise de la légitimité? Puisque tout le monde est d'accord que c'est le président de la République, tout le monde est d'accord d'émettre des résolutions, et tout le monde est d'accord d'attendre ce gouvernement de cohésion nationale pour qu'il mette en œuvre ces résolutions-là. Donc voilà deux voies qui indiquent clairement que sur le plan de la politique, ce pays, pendant l'année qui vient de s'écouler, a fait des progrès. Là, de nouveau, l'essentiel, ce n'est pas ce que vous avez fait, c'est où vous allez, quelles sont les perspectives. Alors, dans les perspectives, je vois que, au point de vue international, nous devons continuer sur cette lancée-là. Faire montrer au monde entier que notre pays n'agresse personne, que notre pays ne cherche qu'à sauvegarder son intégrité territoriale et que sa politique étrangère est conforme à ce but-là. Je pense et je suis convaincu que ce travail-là continue de faire. Au point de vue national, sur les perspectives, il a été promis un gouvernement de cohésion nationale. Nous l'attendons. Tout l'espoir qu'on peut avoir, c'est qu'il y ait le moins possible
de courants politiques importants en dehors de ce gouvernement de cohésion nationale. D'accord. Professeur Kalele, sur le plan politique, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire, bon, comme le Premier ministre lui-même a dit que la RDC a fait beaucoup d'avancées sur le plan politique, est-ce que réellement la RDC aujourd'hui est entendue par d'autres nations importantes dans des grands forums, sa voix est donc entendue? Oui, je vais y revenir. Je crois qu'il est important de relever certaines choses lorsqu'on parle chiffres. 50%, 60%, 8%, etc., etc. On appelle les mathématiques sciences exactes. Mais on oublie également que les mathématiques sont aussi teintées d'idéologie. On peut mentir avec des chiffres. Nous savons tous comment on calcule, par exemple, la moyenne par tête d'habitants. Si le professeur Kalele touche réellement $100, Oscar touche $20, Mila la touche $0. On fait 100 plus 20 plus 0, ça vous donne 120. On divise par 3. Chacun a combien? Je crois 40. Ça signifie que Mila, là, qui n'a rien dans les faits, a quand même $40. Kalele, qui a $100 dans la réalité, cède $20 à Oscar. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire sur le marché avec ces chiffres fictifs? Quand il y a un petit nombre de gens qui accumulent le gros des richesses nationales dans ses mains, ces calculs-là, c'est fait pour masquer l'enrichissement des riches et pour consoler les pauvres. On dit, oui, la pauvreté diminue, c'est-à-dire que Mila, là où Kalele touche maintenant 10 000, on prend ces 10 000, on divise, il n'a plus 0, il a $200. On l'a simplement roulé, mais en réalité, il fait quoi? Il peut prendre ce qui est sur papier là, payer les études de ses enfants. Ses enfants sont dehors. Il ne peut pas payer le loyer, il ne peut pas payer l'eau, il ne peut pas payer le courant électrique. Mais on lui fait croire, et on fait croire à l'opinion internationale que son avoir a augmenté. C'est la supercherie en mathématiques. Il peut y avoir beaucoup de buildings à Kinshasa. Et il y en a effectivement. Mais combien de gens dorment dehors? Allez à Kinshasa et allez à Kingabwa ici, grand monde. Allez dans plusieurs cités. Combien de gens dorment dans les épaves de voitures? Vous allez dire parce que les buildings poussent, donc tout le monde est bien logé. Non. Il ne faut pas être naïf jusqu'à ce point-là. Du point de vue politique, a-t-on pris des décisions importantes? Parce qu'on a été écouté sur le plan international. Je dis oui et non. Si vous prenez le problème de... On nous dit que notre voix a été entendue. Le problème de agression ou non-agression, ça commence du temps de Mzee. Les Occidentaux qui étaient à la base et qui sont à la base de la guerre à l'Est savaient qui faisait la guerre, savaient à qui ils donnaient les armes pour faire la guerre, à qui ils donnaient les informations. Mais ils niaient parce qu'ils ne pouvaient pas s'accuser eux-mêmes. Mzee s'est battu pour faire accepter la thèse de l'agression et n'a jamais été acceptée. C'est tard. Ici, avec le régime actuel, même lorsque il y a le rapport mapping qui incrimine le Rwanda
C'est le régime qui défend le Rwanda. Voilà, on peut nous mettre en difficulté avec nos voisins au moment où nos rapports s'améliorent, etc. On devient avocat de l'agresseur. À plusieurs reprises, on a fait des observations dans les forums comme les Nations Unies. On a fait des reproches à Joseph Kabila. Vous allez à l'ONU, on parle de l'agression. Vous-même, vous parlez, mais vous ne citez jamais le Rwanda. Vous ne citez jamais Kabila. Etc. On va à Pretoria. Il y a un accord qui est signé là-bas. Le troisième point de cet accord, contresigné par le Congo, refuse de désigner le Rwanda et l'Ouganda comme parrains du M23. Il y a la guerre, les options politiques, militaires et diplomatiques. C'est pratiquement la population qui force l'option militaire, qui passe à l'œuvre dans le nord Kivu. Même le gouverneur de là-bas, quand ils sont allés à Kampala, il dit « Je vous amène le message de la population. On n'est plus d'accord avec vos diplomaties, avec vos politiques, faisons la guerre. » On a fait la guerre. Les résultats ont été palpables. On a chassé le M23. Mais fort curieusement, sur le plan politique, on va signer un accord avec le M23 qui impose sa volonté et nous exécutons cette volonté dans les 11 points. Le Parlement dit ne signez pas, on signe. Ces gens vous ont agressé, ils ont tué, ils ont violé. Aujourd'hui, on est en train d'accepter un texte sur l'amnistie. Hein? Donc nous allons amnistier les étrangers et nous allons amnistier les complices. D'abord, il y a une contradiction entre les parlementaires. Dire non hier et aujourd'hui signer et accepter un texte qui va à l'encontre des exceptions. Même quand on a démontré que dans le passé, ces accords-là n'ont rien apporté. Deuxième chose, il y a que pendant que vous agitez pour accorder l'amnistie, on vous apprend que ces gens sont des récidivistes. Ils se préparent à vous attaquer. Ce sont des contradictions regrettables. Sur le plan politico-militaire encore, celui qui est parmi les gagnants de cette guerre, il meurt et on le pleure en catimini. Il n'est pas considéré comme héros national. Pas de funérailles officielles. Rien par rapport aux musiciens, par rapport aux footballeurs. Il est pleuré comme un type tout à fait quelconque. Et les résultats militaires sont anéantis sur le plan politique parce que l'agresseur est accepté, l'agresseur est en train d'être intégré. Je dirais que les initiatives positives qui ont été prises dans certains domaines ont été annulées dans d'autres domaines. On peut se demander, est-ce que ce n'est pas à contre-cœur qu'on a fait cette guerre? Est-ce que ce n'est pas à contre-cœur qu'on a dit que les M23 a été vaincu? Parce qu'il revient. Nous savons tous lire. Dans toutes les commissions qu'on va former là, bien intégration, ils sont là-dedans. Ça nous aura servi
à quoi? Comme dans le passé, c'est nous qui avons perdu et c'est le vainqueur qui nous a imposé sa volonté. Merci, professeur Kalele. Professeur Milala, par rapport à cette question qui concerne la politique, sur le plan politique, selon le Premier ministre, tout a été correct, on a gagné la guerre, ainsi de suite. Est-ce que c'est votre avis aussi? Non. Je voulais répondre à la bonne question et puis revenir à la question politique. La situation sécuritaire. Nous avons, comme le prof Kalei l'a dit, on a des rapports qui établissent des responsabilités noir sur blanc sur les gens qui ont fait quoi ici. Je vous donne un exemple. Parmi les réseaux criminels dans les mappings, on montre que l'usine de Pointe-Noire qui fabrique de munitions pour le calibre 12, et à partir de Brazzaville, on a frété 2 avions et des bateaux qui allaient à l'est avec de munitions pour vendre. On a établi la responsabilité de cette usine de Brazzaville de Pointe-Noire. Qu'est-ce qu'un gouvernement irresponsable ferait? Le minimum, me semble, c'est porter ces gens devant les tribunaux, peut-être international. C'est ça l'incapacité politique que nous avons. Mais il n'y a pas que ça. Dans un État post-conflit, il y a des réseaux multiples de vente d'armes. Mais on vient vendre des armes aux FDLR, aux vies au sud de tout le monde, dans les avions. Et ils payent par les tantas, les colombo-tantalistes. Où est l'État? L'État n'est pas là. On peut entrer dans notre espace aérien comme en sortir, comme on veut. C'est établi, c'est connu. Human Rights Watch dit ceci, que les armes lourdes que nous avons, quand nous voyons défiler là, les armes, viennent de la Chine. Évidemment, là, c'est différent. Je crois que pour la sécurité nationale, nous devons nous assumer parce que je crois que cet embargo-là qu'on nous a donné allait nous poser énormément de problèmes. Il fallait nous armer. Ça, c'est différent. Mais c'est des réseaux de toutes sortes qui vendent des armes légères. Ce sont des ex-officiers des KGB, des choses. C'est connu, noir sur blanc. Il faut lire les enquêtes des Nations Unies. Prenez le pillage de ressources naturelles. Mais des compagnies, la Belgique, elle est là-dedans. Des compagnies françaises, de tout. Mais comment un État responsable ne peut pas porter... C'est ça la capacité, la faiblesse de capacité, l'absence de l'État. Mais qu'est-ce que nous perdons? Nous perdons énormément. Je vous donne un autre exemple, le plus récent. Il y a un grand homme d'affaires qui est devenu emblématique, Dan Gettler. On publie dans les journaux officiels le bloc pétrolier, minier qu'il a acheté, mais la valeur est 100 fois, 230, 300 fois moins que la valeur réelle. Nous demandons à ce qu'on dise qu'on identifie que celui, par exemple, pour que l'État gagne. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils achètent, ils revendent. Il n'y a pas plus longtemps, le Fonds monétaire a arrêté la coopération avec l'État congolais. À cause de quoi? Manque de transparence dans ce genre de choses. Où nous vendons à 5 millions, celui-là, 500 000, celui-là revend à 5 milliards. Mais ces choses sont connues, non? Les Nations Unies établissent ces choses-là. Où est l'État? Où est la gouvernance? Mais il n'y en a pas. Où est la capacité politique? Mais il n'y en a pas. Vous voulez qu'on fasse quoi? C'est ça, c'est noir sur blanc. Donc, sur le plan sécuritaire, nous n'avons pas d'État qui soit capable de sécuriser les frontières. Tout le monde peut entrer, tout le monde peut sortir. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, où est le bilan? C'est-à-dire, nous, à la limite, nous gagnons 10% de ce qui devait être fait. Les 90% s'envolent. Pourquoi Matata voulait un budget de 30 milliards ou 20 milliards, il en tombe à 8? Puisque le dessous, là, va dans l'informel. L'informel, entretenu par la haute sphère. Allez-y, moi j'étais avec un journaliste du soir, là, journal belge. Il me dit, mais allez dans le paradis fiscaux, par exemple, dans les îles Caïmans, vous allez voir les offshore entretenus par les Congolais. Mais où est-ce qu'ils ont l'argent pour acheter les offshore de 5 milliards? Ils en ont où? Mais c'est justement un État, je vous l'ai dit, bébé, un État absent, un État... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais son bilan, là, c'est une fantaisie, totalement une fantaisie. D'accord. Alors, Monsieur Jean-Pierre Kambila, sur le plan, on prend maintenant le plan social, tout le monde se plaint, le quotidien n'a pas été amélioré malgré tout ce qu'on enregistre, et surtout le terme propre et stratégique du Premier ministre, cadre macroéconomique, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le quotidien du Congolais s'est quand même amélioré? Non, je ne pense pas que lorsque le Premier ministre parle de
cadre macroéconomique, il est en train de dire que le social des Congolais s'est amélioré de but en blanc à cause de ça. Non, je l'ai lu moi-même. Et il explique clairement ce que ça veut dire. Donc ne mettons pas dans la bouche du Premier ministre ce qu'il ne dit pas. Ce qu'il dit que lui, le travail qu'il a fait, c'est de mettre de l'ordre à la base. Pour que sur cette base, chacun, par le fruit de son travail, puisse faire que sa situation s'améliore. Je pense que c'est ça que nous, les Congolais, devons comprendre. Que lorsque un gouvernement, son travail, c'est de faire la route Kinshasa-Kikwiti et de l'entretenir, de faire qu'il y ait sécurité sur cette route-là. Une fois que ceci est fait, c'est aux citoyens de créer la richesse sur la base de l'infrastructure qui a été construite. Si nous sommes toujours là, les bras croisés, en pleurant sur des informations qui sont fausses, du style de quelqu'un a acheté à 500 000 et a vendu à 5 milliards, qui sont fantaisistes, je dirais même fausses même, c'est encore bien, mais complètement du bidon. Bon, on peut toujours créer comme ça ce genre d'informations pour, en espérant affaiblir la communication qui vient en face. Mais ce n'est pas sérieux. Oui? Mais ce qui est important, en répondant à votre question, c'est de dire ceci. C'est que nous, Congolais, devons comprendre que le travail de l'État, je viens de donner un exemple, c'est d'assurer les bases sur lesquelles nous devons travailler. Tous les politiciens, ou même les philosophes, comme le professeur qui se cache derrière les philosophes, qui viennent vous dire qu'il y aura un jour ici dans ce pays un État qui va venir tout distribuer comme ça gratuitement, tout fait gratuitement, c'est faux. Le travail que l'État doit faire, c'est d'assurer les fondamentaux. Et c'est ce que le gouvernement congolais est en train de faire. À mon goût, pas assez. Il devrait encore faire plus. Mais ce n'est pas pour ça que je veux me mettre à débiter des choses fantaisistes. Par exemple, parmi les choses fantaisistes, lorsqu'une société, quelque part, vend quelque chose dans un pays, vous allez porter plainte contre vous allez porter plainte. Pourquoi? Parce que X a vendu des armes à Y. Vous allez porter plainte où? Nous allons porter plainte à l'ONU contre une société qui vend des armes qui est située en Tchécoslovaquie. En fonction de quoi? De quel droit? Est-ce que dans le monde, il y a une loi qui interdit la vente d'armes? Alors pourquoi on les laisse fabriquer? Non, c'est-à-dire qu'il y a des choses que nous pouvons dire comme ça autour d'une table parce qu'on veut rigoler, mais il y a des choses que lorsqu'on s'adresse à des millions de spectateurs, on doit être précis. Voyez-vous? Nous devons prendre nous devons faire tout ce que nous devons faire pour défendre notre pays. Mais ne croyez pas que, parce qu'une société en Belgique a vendu des armes à un tel, que nous allons porter plainte en Belgique. Ah, pourquoi vous avez vendu des armes à un tel qui nous attaque? Mais en vertu de quel droit? Il faut qu'il existe un droit précis qui vous permet de poser tel ou tel acte. Vous ne posez pas un acte tout simplement parce que cet acte-là vous est défavorable. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Vous pouvez avoir quelque chose qui vous est tout à fait défavorable, mais ce n'est pas en portant plainte que vous réglez cette affaire-là. D'accord. L'affaire se règle comme nous l'avons réglée. Et D'accord. comme nous sommes en train de régler. C'est-à-dire que nous améliorons notre système de sécurité sur tous les plans, plancher après l'autre. Parce que tout le monde sait qu'il n'y avait plus rien dans ce pays. Et c'est ce que nous faisons. Donc les bases sont déjà là. Le discours qu'on à dire qu'il n'y a rien qui se fait, c'est toujours la même chose, c'est pas vrai. Et même l'exemple qu'a donné le professeur Kalele tout à l'heure, en disant 0 francs, 100 francs, 80 francs, et voilà, je fais la moyenne. Mais qui a dit ça? Personne ne dit ça. On dit tout simplement que lorsqu'il y a une croissance dans un pays, c'est vrai que les sociétés qui sont directement à la base de la production de cette croissance, c'est eux qui gagnent les premiers. Mais seulement, ils ne peuvent pas gagner tout seuls. Parce qu'il faut qu'il y ait des mécanismes pour les amener à distribuer. Le premier mécanisme, c'est quoi? C'est que pour gagner, ils ont dû utiliser du personnel. Pour gagner, ils doivent payer les impôts, etc., etc. Au gouvernement d'avoir de l'imagination pour que cette croissance, qui est déjà haute, mais qui s'annonce encore meilleure, ait des répercussions sur notre vie quotidienne. Mais c'est pas, on n'ira pas là-bas avec des revolvers pour dire aux gens, allez, donnez-nous notre croissance. D'accord. On va la prendre par la force. On va terminer avec professeur Kalele. Et mot sur les sociales avant qu'on termine cette émission. Oh, oui, ça.
Bon, on va chuter sur les sociales. Ouais. Deux choses. D'abord, un scandale. Je parlais de manque de funérailles pour Mamadou, de l'attitude de l'homme politique congolais. On ne pleure pas Mamadou. Kabila sait que ce jour-là, nous étions au camp militaire. On n'a pas vu, oui, on n'a pas vu des officiels. Aussi. Monsieur, ce qui est scandaleux, c'est quelques jours après, on voit Kengo et Minaku aller pleurer Ariel Sharon à l'ambassade d'Israël, signer le livre de condoléances. Vous les avez vus, vous, au camp militaire? Il n'y avait pas d'officiel. Je ne cite pas les noms des Non, gens. non, je prends. Il n'y avait pas d'officiel. Ces deux-là, quel officiel? Vous avez vu le président de l'Assemblée là-bas? Et le président du Sénat? Vous avez vu les députés? Le Premier ministre, il y avait beaucoup de députés, il y avait les députés, c'est le jour qu'on a ouvert, c'est le jour qu'on a ouvert la rentrée officielle du Parlement et du Sénat, M. Kabila. Deux, c'était scandaleux. Ne pas pleurer un héros de la guerre, mais aller pleurer un juif là-bas. Oh, qu'est-ce que vous avez contre les juifs? Deux, non, on ne fait pas ça comme ça, dans un État. On ne fait pas ça. Hein? Deux, on parle de la loi sur les armes. Vous ne pouvez pas aller porter plainte. Mais l'embargo, c'est quoi? Hein? Lorsque les gens vendent les armes en catimini, nous connaissons tous l'affaire du fils Mitterrand pour la vente clandestine des armes à l'Angola. Ça fait beaucoup de problèmes. Clandestine. Hein? Ça fait beaucoup de problèmes. Donc, vous vendez clandestinement les armes. On ne peut pas vous interpeller parce que cette loi n'existe pas. La loi existe. L'embargo, c'est interdit. Maintenant, sur le social. Non. Non. Oui, mais non, je crois la réalité, c'est que le social des Congolais, plus on en parle, plus il se détériore au quotidien. Même dans les grandes villes, il se détériore. Les gens ont de plus en plus du mal à circuler, de plus en plus de mal à manger à leur faim, de plus en plus de mal à boire de l'eau potable, de plus en plus de mal à connaître des bonnes conditions hygiéniques. C'est vrai dans les villes, c'est encore pire dans les campagnes. Sinon, on ne peut pas expliquer l'exode qu'on a ici. Nous allons tous dans les villages là-bas. Le taux de malnutris, le kwashiorkor dans toutes nos provinces ici. Ça, on va dire que c'est amélioré. Lorsque Kizenga vient, c'est toujours un gouvernement avec deux missions. Amélioration du social, relance de l'économie et amélioration de la situation sécuritaire. Mouzito vient, gouvernement des missions, exactement la même chose. On ne voit pas où ça progresse. Les conditions de vie. Il est, je crois, avec moi au plateau ou dans les environs du plateau là. Il doit le savoir que pendant 3 jours, 3 semaines au moins, il a vécu sans eau. Et les toilettes sont à l'intérieur, s'il vous plaît. Vous n'avez pas d'eau. Et aux alentours là-bas, on va puiser l'eau des rivières. Hein? Faut, là où on se lave, c'est là où on puise l'eau. Kingaboua, nous sommes allés avec lui. Cité du fleuve. Le contraste entre la cité du fleuve et les gens qui habitent aux alentours avant d'entrer. À l'entrée là-bas, c'est l'exposition de la misère. C'est une foire pour exposer la misère. Et en face, c'est un paradis terrestre. Non, je crois que nous devons être sincères.
les gens vivent de moins en moins mal. Et il y a même beaucoup de gens qui ne sont pas payés. Ça fait des années, ne sont pas payés. À Kinshasa, comme à l'intérieur. Et on préteste, c'est qu'il y a des éléments vrais. Il n'y a pas d'institution bancaire. Il y a des écoles qui ferment pendant presque 2 semaines parce que les enseignants vont chercher leur salaire à des dizaines de kilomètres. Tout est paralysé. Toujours le social. Prenez les dispensaires qui pullulent à travers la ville ici. Les conditions dans lesquelles on opère les gens. Prenez même les écoles. Hein? Est-ce que ça donne l'impression de quelque chose qui s'améliore dans nos universités ici, les instituts supérieurs? Quel type d'infrastructure on a? Comment vivent les étudiants dans les homes ici? Il n'y a pas d'amélioration, il y a régression. Kizeng a promis, je vais payer la bourse. Il a osé une fois. Maintenant, c'est renvoyé au calendrier grec. Ça s'améliore où? D'accord. Merci, professeur Kalele. Merci, monsieur Jean-Pierre Kambila. Merci également, professeur Milala, pour toutes ces analyses et toutes ces réflexions. Je crois que les téléspectateurs ont pris bonne note. Il y en a qui pourront également réagir par rapport à toutes ces interventions. Nous serons bien sûr disposés à voir vos réactions. Merci encore une fois de plus. On va pouvoir se retrouver lundi prochain pour le nouveau numéro de notre magazine Débat de la semaine. Au revoir.